Bonjour, bienvenue avec nous pour cette nouvelle chronique Plus fort ensemble. Ravi d'être au sein de la rédaction en compagnie de Jean-Philippe Poirault qui lui est à distance. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Tu es patron au sein de d'Atos, alors Europe je crois, Europe du Sud, C'est exact, en Europe du Sud, oui. et en charge de fonctions globales au sein d'Atos. Au niveau du secteur, voilà, TMT, donc télécom, médias et technologies mondialement. Alors merci Jean-Philippe d'être avec nous. Je tenais à revenir avec toi sur tous les enjeux de cette crise sanitaire, économique qui est devant nous, celle-ci. Comment as-tu vécu cette période? Comment l'organisation Atos a vécu cette période dès le confinement en fait? Pendant le confinement et le début du confinement, ça a été une crise bien sûr totalement inattendue pour tout le monde. Donc nos priorités, elles ont été dans deux axes au tout début. La première, c'était la protection de nos salariés, nos employés au niveau santé, avec un recours massif au télétravail. On est passé très rapidement en quelques semaines et même quelques jours à 95% de télétravail. Et puis la deuxième priorité en parallèle, ça a été d'accompagner nos clients dans leur transformation et la mise en place aussi de leur côté du télétravail. Alors si tu me le disais, hein, il y a quand même des environnements que vous accompagnez qui sont des environnements critiques où là il fallait quand même aller sur site. Oui, alors sur certains sites, on opère par exemple la supervision sur les centrales nucléaires, donc il fallait rester sur site. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas à 100% en télétravail. Mais on a pu réussir à accompagner nos clients. Et je remercie encore tous nos employés qui ont fait cet effort d'être extrêmement disponibles et réactifs sur l'accompagnement de nos différents clients. L'impact selon toi, enfin, pour les collaborateurs, ça a resserré les liens, ça a été dur. Enfin, Alors, ça a resserré les liens, puisque tout le monde face à la crise a extrêmement bien réagi. Ça a été un effet de surprise pour tout le monde, puisqu'en fait, on s'est retrouvé avec une vitesse de mise en place du télétravail, y compris dans des pays comme l'Inde, où il n'y a pas un réseau fixe, téléphonie développé. Et en fait, le télétravail s'est mis en place extrêmement rapidement et avec succès. Et ça s'est bien ressenti à l'interne chez Atos et auprès de nos clients. Et puis, même nos clients ont été surpris. Ils ont vu une mise en place du télétravail assez rapide avec un bon niveau de cohésion dans leurs équipes et quand même d'efficacité. alors, au plus fort de la crise, Atos a été très actif, hein, on s'est mobilisé auprès des environnements sanitaires pour mettre à disposition des ressources de calcul, je crois notamment. Oui, alors on a accompagné dans le domaine de la recherche, et notamment actuellement encore dans le domaine de la recherche sur les vaccins, nos clients. On a, comme vous le savez, en fait des ordinateurs de calcul très haute performance qui permettent d'accélérer en fait les analyses et les recherches. Donc ça a été un premier axe pour nous. Pour le deuxième, c'est qu'on a aussi des clients proches comme la PHP où on a eu des ressources qui sont mobilisées pour accompagner nos clients. Alors soit in situ, puisqu'en fait il y avait du travail encore à faire in situ, soit à distance en mode télétravail ou même en bénévolat. On a devant nous un vrai enjeu économique, une vraie crise économique qui se profile. Comment ont été globalement impactés tes clients? Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus marquant aujourd'hui dans l'évolution des organisations que tu accompagnes? Le premier élément, c'est vraiment le recours au télétravail où en fait le télétravail est en train vraiment de se transformer. C'est pas uniquement de la vidéoconférence et un appel téléphonique. On est en train de rentrer dans une nouvelle phase où l'expérience utilisateur et du professionnel derrière son écran ou derrière son PC est en train de changer. Alors nous, on travaille beaucoup sur ça, c'est l'aspect social, l'aspect environnemental du télétravail, mais aussi le travail en équipe, puisqu'en fait, on voit qu'on va rentrer dans une augmentation du télétravail. À la sortie de la crise, on était à peu près à 10%, 15%, on va passer sûrement à 40%, et avec des besoins d'animation en équipe, des besoins de brainstorming session en télétravail, ce qui donne quand même un mode complètement différent opératoire au sein de l'entreprise. Bon, et on a vu PSA qui a annoncé que le télétravail devenait la règle. Ceci dit, je souligne fortement que la dimension humaine, managériale est toute, voire plus importante que l'aspect technologique. Absolument, il y a un rôle management et social qui va être important puisque cette animation de conférence en équipe est complètement différente d'une pure vidéoconférence ou appel téléphonique. Et donc, faire des sessions de brainstorming en mode télétravail, c'est quand même très différent. Alors maintenant, on voit aussi les limites puisque dans cette phase, maintenant, on est en train de retourner au bureau.
nous, on a une demande, et on le voit chez nos clients, il y a quand même une demande de contact social et contact en proximité d'équipe important. On voit bien qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, c'est l'énergie que l'on trouve à se retrouver tous dans une salle autour d'une réunion et en face à face. Alors, le télétravail a amené quand même un certain nombre d'enjeux, notamment en cybersécurité, parce qu'on a déplacé le poste de travail dans un environnement qui n'était pas nécessairement sécurisé. Et on a vu que les organisations IT ont été remarquables, mais on a un enjeu aussi de gagner encore en agilité. On parle beaucoup d'hybridation des environnements, notamment liés au cloud. Oui, alors tout d'abord, l'enjeu sécurité, on l'a vu s'accélérer avec le poste de travail à distance et le télétravail. Donc, on a vu un nombre de cyberattaques augmenter. Et là, ça a créé une alerte sur beaucoup d'entreprises sur est-ce qu'on est bien protégé, est-ce que les entreprises sont suffisamment protégées dans cet environnement de télétravail. Donc, ça, c'était une demande forte du marché. La deuxième demande que l'on a vue, c'est sur les plans de continuité. Toutes les entreprises ont des plans, des business continuity plans pour avoir des reprises en cas de data center qui échoue, de pays fermés, etc. Là, les business continuity plans vont être nécessairement à être revus et pour l'entreprise se pose la question. Et puis, le dernier point que tu mentionnais, c'est cette transformation vers le mode cloud qui va s'accélérer et surtout le mode hybride cloud puisqu'il faut mettre ces données et ces applications dans un environnement sécurisé ou dans des pays où il y a une politique géopolitique plus sécurisée. Oui, effectivement, cette dimension internationale est extrêmement sensible sur ces sujets-là. Oui. Absolument. Donc, on va revoir une refonte de la plupart d'entreprises d'analyse en disant quelles sont mes applications très critiques et où est-ce que je les positionne dans des data centers très sécurisés par rapport à des domaines moins critiques et des données moins critiques. On peut faire du débordement public cloud. Donc, cette notion d'hybride cloud et hybride cloud sécurisé va se développer de plus en plus. Au niveau du numérique, est-ce que tu penses qu'on a une opportunité aujourd'hui pour affirmer une politique ambitieuse en France et au niveau européen? Et qu'est-ce qui doit rester selon toi des suites de cette crise? Je pense qu'il y a avec la crise, d'abord une prise de conscience que la numérisation et le move to cloud va continuer et va s'accélérer, la digitalisation va accélérer. Il y a une prise de conscience aussi que ce que les entreprises découvrent aussi, c'est ce qu'on appelle le cost to failure, c'est-à-dire que tester une nouvelle application, un nouveau service dans le cloud, c'est pas très cher par rapport à ce que c'était avant, où il faut investir dans du matériel et des applications. Donc, ce phénomène-là va s'accélérer très rapidement. Donc, on va gagner en agilité. Après, tu soulignais une vraie opportunité qu'on avait au niveau des secteurs. Alors, tu parles de plateformisation sectorielle, donc c'est un mot peut-être un peu compliqué, mais peut-être, quelles sont tes convictions autour de ça? Je pense qu'on va rentrer dans une hyper-digitalisation. Donc, tous les produits qui peuvent être digitalisés seront digitalisés, ce qui fait un gros changement de l'économie. Ça veut dire qu'on est passé d'une économie qui était une économie d'échange et de monétisation sur un échange produit matériel, sur une économie d'échange de données. Et ce qu'on a vu dans certains secteurs du B2C, dans le retail, on va le voir industrie par industrie. C'est pour ça, d'ailleurs, chez Atos, on s'est réorganisé par secteur industriel. On est convaincu qu'il y aura besoin d'un acteur d'échange des données sécurisé avec une monétisation des données par secteur industriel et que cette notion de plateforme, de plateformisation d'échange de données va être nécessaire. Et va être nécessaire aussi pour protéger les pays, les écosystèmes des pays et l'Europe au total sur passer de cette économie d'échange des produits matériels à une économie d'échange des datas non matériels et la monétisation des datas. Et une opportunité à créer plus de liens entre acteurs d'un secteur, renforcer les synergies à travers cette logique de plateformisation technique, mais aussi business en termes de collaboration. Absolument, et ça va aussi ouvrir l'opportunité à des petites entreprises d'être acteurs sur ces plateformes, puisqu'en fait, ces données disponibles dans le secteur industriel vont permettre à beaucoup de petites entreprises de développer des nouvelles activités. Alors, on va voir cette accélération arriver aussi avec l'arrivée de la 5G dans le secteur des télécoms, qui va créer l'afflux des données à partir des robots. On parle de 25 milliards d'objets connectés d'ici 2025 qui vont produire beaucoup de données. Et ces données devront être traitées au plus près de la source et elles vont développer cette notion de edge computing, c'est-à-dire des plateformes aussi traitant des applications très proches des réseaux de bandes passantes et puis aussi de confidentialité et de cybersécurité. Donc, de vraies opportunités à renforcer les liens entre acteurs français et européens à travers ces environnements sectoriels. Absolument. Et donc, l'enjeu et les opportunités sont toujours
disponible en face de nous et je pense qu'il ne faut surtout pas penser que la bataille est perdue, hein, elle est devant nous. Elle est devant nous et il y a beaucoup d'opportunités. Jean-Philippe, je te remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Alors j'espère qu'on s'en verra bientôt dans d'autres conditions, que c'est purement digital et qu'on pourra se saluer. En tout cas, merci et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. C'était avec plaisir.